Du côté de Lyon, vous n'êtes pas déçu de ce que nous a proposé Silvinho là, Todd Rito? Et pas que lui, Ouais, même Memphis Depay, hein. ouais. Même Depay, franchement j'attendais plus de lui à ce match. J'ai cru que voilà, on allait voir le grand Depay de truc, comment ça s'appelle, du Pays-Bas. Qui était prêt pour attaquer Moi franchement des Depay, j'aime pas son style de derrière. jeu, je trouve que c'est un joueur il est un peu nonchalant. Je sais pas, lui il joue selon son humeur. Quand il est Mais bien, il avec joue. les Pays-Bas, il a un autre niveau. Hein. C'est ça que j'ai dit. Hier on n'a pas vu le Depay du Pays-Bas. Ouais. Mais ça, c'est dû à quoi le fait est justement qu'on a un Mais Depay aux Pays-Bas, c'est le gros. on lui propose quoi? On lui propose d'avoir le ballon, de jouer, d'être ambitieux dans le jeu, pardon. Et à Lyon, hier, Silvino, il a proposé quoi? Rester derrière, attendez un contre. Quand t'es il est Lyon, victime du système de jeu de Lyon bah, qui l'empêche mais de tous les joueurs s'exprimer. Lyon étaient victimes. Hier, Moi, je dis, y a pas que ça, hier c'est à pas Ward, t'avais l'impression qu'il était sous assistance respiratoire pendant 30 minutes, 90 minutes. Moi je dis, Alors quand on sait le joueur qu'il est, c'est du gâchis. Ouais, Drito. moi, je dis plus c'est le groupe, tout simplement. Il est pas à l'aise dans le groupe lyonnais. Je pense. Depay, il a des envies. On dirait Alors, moi, ceux qui m'ont fait bonne impression, j'ai envie de parler du meilleur quand même au début. Alors, Charles Olivon, troisième ligne, que j'ai trouvé très actif en attaque, très très bon sauteur, bon preneur de balle. J'ai trouvé très intéressant. C'est pas pour rien qu'il a gagné sa passe au détriment de d'autres. Hein. Ouais. Aldrit, qui est enfin le numéro 8 français. Je pense que c'est le seul numéro 8 français qui est un peu dans les standards internationaux, qui est capable d'être actif et de mettre une grosse intensité. C'est le seul joueur qui arrivait quand même lancé, qui arrivait un peu à franchir les lignes dans le paquet de devant. Après, dans les arrières, j'ai beaucoup aimé Médard, qui en fait, je trouve en fait, il est rassurant pour ses coéquipiers à l'arrière. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça, je pense, dans la ligne de trois quarts. J'ai bien aimé aussi Penaud, même si il était cuit déjà à la première mi-temps, parce que c'est un joueur qui se donne beaucoup. Mais c'est qu'un joueur quand même c'est notre facteur X en équipe de France, hein, il y a pas photo. Mais ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi Camille Lopez. Par contre, faut tenir quand même féliciter parce que faut avoir du cran pour taper un drop dans les dernières minutes et le mettre. C'est pas donné à tout le monde. Il a remis d'empêche, c'est ce qui nous sauve le match, hein, parce que ça remet de l'élan à l'équipe de France, c'est ce qui fait notre match. La situation Manchester United n'est pas de l'ordre de Soucher ou pas de Soucher, c'est déjà de l'ordre de la qualité de l'effectif. Et quand on voit par exemple la politique de transfert de Manchester United cette année, où il y a eu vraiment un mercato 100% britannique, avec donc l'arrivée de Wan-Bissaka, l'arrivée de Daniel James, qui se sont rajoutés. Quand on voit les départs massifs, par exemple d'Alexis Sanchez, de Romelu Lukaku, d'Ander Herrera, et la mise en place de jeunes de l'académie directement dans l'effectif professionnel, comme Mason Greenwood, comme Tai Chong, comme Angel Gomez ou encore Axel Tuanzembe, bah, ça montre que là, Manchester United, du top 6, des 6 grands clubs en Angleterre, c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus faible de ce top 6. Ça frôle le 24, 23, 24, 25 ans, quand bon, des fois on triche un peu quand il y a Ashley Young qui est titulaire, mais autrement, la moyenne d'âge est vraiment très très jeune. Et Ole Gunnar Solskjaer fait pour l'instant avec les moyens du bord, fait encore même plus qu'avec les moyens du bord, parce qu'avec une infirmerie aussi pleine, les choix sont moindres. Donc, il faut pour l'instant lui laisser du temps, et j'espère que cette infirmerie va se vider pour lui permettre d'avoir plus de choix et plus de profondeur pour être compétitif entre toutes les compétitions. Au-delà en fait au-delà, Riyad, de la grosse tête sur le banc que toi, tu aimais comme priorité à Manchester United, la priorité que United avait mis en place et mis en lumière à partir de fin mars, début avril dernier, donc à partir de la fin de saison dernière de Manchester United, c'était de réorganiser, de revoir l'organigramme du club avec la création d'un poste de directeur sportif, ce que Manchester United n'a jamais eu dans son organigramme depuis son existence, donc depuis plus de 100 ans. Mais là, le problème, c'est qu'à la tête de Manchester United, il y a Ed Woodward. Et Ed Woodward est un parfait homme de business. Manchester United n'a jamais eu une santé économique aussi forte que depuis l'arrivée d'Ed Woodward à la tête du club. Mais le problème, c'est que Ed Woodward gère aussi le sportif. Et le sportif, il ne connaît pas. C'est vraiment très très compliqué là pour Manchester United qui a 9 points, qui a à 2 petits points de la zone de relégation, les amis. C'est incroyable ce qui se passe. Il n'y a pas de mots.
Le jeu n'est pas là. pas les mots. Défaite encore à l'extérieur. Aucun match gagné à l'extérieur depuis la victoire Ah là contre là Paris là, Saint-Germain. ça bug. Ah ouais. Depuis la victoire contre le PSG, je me rends compte. Les amis, toutes Ouais. compétitions confondues, depuis fin mars, les amis, Manchester n'a plus gagné à l'extérieur, que ce soit en championnat, que ce soit en Ah ouais, compétition quand même. nationale, Quand même. Cup, Europa League. C'est le vide complet. Il y a eu une frappe cadrée contre Newcastle. Il y a Une encore seule des frappe. frappes de pupille de la part d'Andreas Pereira. Pas de réel danger. Un Marcus Rashford qui est muet depuis de nombreux mois. Une infirmerie qui est pleine. C'est l'équipe qui a l'infirmerie la plus remplie des 5 grands championnats européens. Tout club confondu, hein, on ne parle pas également juste du top club. Mais l'infirmerie est vraiment pleine. Et voilà, il y a Ole Gunnar Solskjaer qui est déjà sous pression. La trêve internationale arrive bien en espérant que l'infirmerie va un petit peu se vider. Parce que les amis, dès la fin de cette trêve internationale, il y a Manchester United-Liverpool. Et ça va être un match vraiment test, les amis. Soit un match pour relancer la saison pour Manchester United et surtout mettre fin à la série de victoires de Liverpool qui connaît Mais franchement, ça va être difficile. pour Trop. l'instant un run total depuis le début du championnat. Soit une défaite et surtout une grosse défaite à domicile contre Liverpool. Là, ça rentrera le club vraiment dans une crise profonde parce que surtout si les autres clubs du bas de tableau, parce que Manchester est 12e, si les autres clubs de bas de tableau gagnent leur match ou fassent des matchs nuls ou quoi, Manchester United pourrait être très 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 proche, voire même dans la zone de relégation. Marrant. Enfin bref, est-ce que Jean-Michel Aulas a pris la bonne décision en limogeant Silvinho? Oui. En fait, il fallait le faire tout de suite. Parce que s'il tarde, après ça va être compliqué. Après il allait se poser la question si il allait se poser la question on le vire, on le vire pas. Oui, bon, il va changer tactiquement, etc. Bon, lui on va rebondir. Et après c'est trop tard. C'est trop tard. Et il fallait le faire maintenant, avant qu'il soit trop tard. Et du coup, je pense que Aulas a pris ses responsabilités. Hein. Et je pense qu'il a pris la bonne décision. Ouais, IB. Je pense qu'il a bien fait quand même. Parce que j'avoue, il fait une saison, enfin un début de saison critique. Et après, il a attendu le derby pour limoger, mais bon, je pense que c'est le bon moment, c'est le début de saison. Ils peuvent se relancer, mais ça va être difficile de trouver un entraîneur quand même. Ouais. Parce que je pense qu'il voulait Mourinho. Ouais. Qui change de club. Peut toujours rêver. Un jour où Mourinho ira à Lyon. Ouais. Parce que c'est vrai que l'entraîneur de Tottenham, Pochettino, a des difficultés aussi en ce moment. Ouais, c'est pas facile pour les entraîneurs en ce moment. Quand même. Et 3 contre Brighton. Ouais. C'est quand même beaucoup. Mais ouais, pour revenir à Lyon, est-ce que c'est pas aussi un désaveu pour Juninho qui avait choisi cet entraîneur-là? Est-ce que ça le fragilise pas un peu dans son rôle de directeur sportif aujourd'hui? Il a cru à plein de choses. Enfin, il a cru. Enfin, il pensait, voilà, il était venu avec des plans, des projets, etc. Et à mon avis, comme tu l'as dit, ça fragilise un peu parce que voilà, on casse un peu son élan dans ce qu'il veut entreprendre. De toute façon, Toulouse, j'ai l'impression que c'est un club c'est Toulouse, qui ne suscite rien. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression. C'est quoi le projet? Ils aiment bien, on dit, ouais. Voilà. Non, mais, j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire ça, prendre des risques. Voilà, prendre des risques. Je vais gagner le match, gagner sa place en Ligue 1 au dernier match de la journée. C'est vrai. Avec Duprat qui fait des discours à ses joueurs, mais il y a Duprat, tu vois. Il était beau son discours. Ouais, il était beau. Même le coup franc, Baudigé, ouais. C'est la dernière émotion des supporters toulousains. Vous vous rendez compte? Un coup franc pour le maintien. C'est pas évident. Mais il faut dire quand même que cette équipe, en 2007, a fini 3e du championnat et a joué un barrage de Ligue des Champions face à Liverpool. C'est incroyable. Et là, il se retourne lanterne rouge, dans la place de relégable, de barragiste, parce que la 10e place, aujourd'hui, elle est barragiste. Mais bon. Toulouse donc qui se dirigera vers un nouvel entraîneur. Ousmane, si tu veux coacher Toulouse. Hein.
Non, merci. Est-ce qu'ils vont faire comme bon là je mets encore un taquet aux Guinéens mais parce qu'on va les affronter demain. J'en parlerai à la fin de l'émission. Est-ce qu'ils vont faire comme la Guinée, faire une annonce sur internet nous cherchons un sélectionneur Ah, c'était bien. En football, retour sur la période internationale. D'ailleurs, on aura Riyad dans quelques instants pour évoquer la victoire, la très belle victoire de l'Algérie 3-0 face à la Colombie. On parlera également du Sénégal qui a fait match nul face au Brésil et des Comores qui ont battu la Guinée dans un très 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 beau match que vous avez pu vivre en intégralité. D'ailleurs, vous avez été nombreux sur la page. Pourquoi tu rigoles? Il peut pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Il revient des vacances, écoute, on lui pardonnera. Voilà, comment décrédibiliser quelqu'un en 2 secondes. Je comprends pas pourquoi tu rigoles en fait. Bah c'est vrai que dans ma tête là, il y avait Brésil-Sénégal, tu vois. Ouais, et il y avait Algérie-Colombie. Et Comores-Guinée. Et je répète, hein, tu insultes nos followers, mais vous avez été très nombreux, plus de 1000 personnes à suivre le match. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont suivi le match, vous avez été très réactifs. Et merci à vous malgré les moqueries de Mohamed Touré. Je me moque pas de la Comore justement. Hein? Je me moque pas des Comores. Tu te moques de qui? Je pense à Ibrahim. Ah, Ibrahim. On va revenir sur ce match et sur les coulisses de ce match. Voilà, belle victoire à Versailles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné un match, donc ça fait plaisir. Mais bon, selon Ibrahim, c'était à peu près moitié-moitié au niveau des occasions. Ouais, bon, ça c'est la mauvaise foi d'Ibrahim, voilà, on connaît. Mais je suis très content parce qu'Ibrahim a été très dédaigneux vis-à-vis de ma sélection, un peu comme toi tu l'es. Bon, toi à la rigueur on peut un peu comprendre, hein, Sénégal, tout ça, ok. Mais demain, je signe pour qu'on aille voir un match des ah mais vraiment, c'est l'appel que je lance. C'est l'appel que je lance. Je signe pour ça tout de suite. C'est l'appel que je lance aux deux fédérations. Si vous pouvez organiser un Sénégal Comores. Comores. À l'étranger, on prend un billet, on va à l'étranger. Ah, y a pas de souci. On y va. On y va. On fera un live, on fera un direct et j'espère que tu finiras pas comme Ibrahim. Ah, moi, j'espère je me fais pas trop de soucis pour moi, personnellement, mais bon. C'est ce qu'Ibrahim disait aussi. Moi, j'espère qu'on se rencontrera à la CAN 2021. J'espère. Qu'on se qualifie déjà. Mais en tout cas, ça va nous donner de la confiance en vue des... Soyez là en 2021. Ah, on espère. Le groupe des Comores, il y a l'Égypte. Il y en a 2 qui passent. Il y a l'Égypte, il y a le Togo et il y a le Kenya. Toujours un peu sur notre fin avec l'équipe de France parce que quand tu dis, il y a quand même des satisfactions. Pour moi, Kingsley Coman, c'est une satisfaction. Ouais. Même si on l'a trouvé un peu esselé souvent esselé sur son côté. Et bon, il avait un sacré client en face, le dénommé Selic. Ah, Selic, le joueur de Lille. D'ailleurs, Deschamps a révélé un peu après le match que le fait de mettre Coman, c'était un plan anti-Selic pour éviter que les montées de toujours placé notre cher Lillois. C'est incroyable. De notre cher Lillois, donc voilà. Mais ouais. Combien de points Lille en Ligue des Champions? Ouais, écoute. Il y a eu que 2 matchs. Hein. C'est pas il y a eu combien de matchs en Ligue des Champions? Il y a 2 matchs encore. 2 matchs sur 6. Non, mais il y a eu 2 matchs sur 6. J'ai pas tellement suivi la Ligue des Champions. Ouais, non, mais la mesquinerie est de retour avec Mohamed Touré, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est pas vrai. Quand on supporte Arsenal, on peut pas suivre la Ligue des Champions. Ah. Déjà, j'espère que tu nous retrouveras en Europa League. Je le souhaite à Lille. Je le souhaite à Lille. Et que c'est pas gagné. Mais on verra bien. On verra si Arsenal se qualifie aussi. Oh. Ouais, on est déjà sorti des phases de poule. Rendez-vous en demi-finale déjà. Ah, demi-finale. On va enchaîner avec un autre sujet que tu as évoqué sur tes vidéos YouTube. C'est l'Olympique de Marseille, d'ailleurs, qui a joué hier. Et sa stratégie vers le continent africain. Bon, tu dis en gros dans ta vidéo que voilà, la stratégie n'est pas tellement huilée et pas tellement travaillée. Et est-ce que justement ce qui se passe à l'OM, c'est pas le signe de dirigeants qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui ont du mal à apprivoiser un peu leur environnement? Bah exactement, t'as tout résumé. Bon alors après, il y a quand même 2 personnes qui travaillent depuis 6 mois à l'élaboration d'une stratégie africaine. Alors bon, le truc que j'ai envie de dire, c'est que l'OM c'est quand même un club de foot. Et le problème à l'OM, c'est que les priorités, c'est l'image, la communication et la marque. Mais tu ne peux pas avoir de marque si tu n'as pas de bons joueurs. Donc aujourd'hui, est-ce que l'OM fait rêver? Non. Donc oui, c'est intéressant d'aller en Afrique, mais le problème de l'OM, c'est que les dirigeants, ils pensent que parce qu'ils sont l'OM, je vais te donner un exemple pour te montrer qu'il n'y a pas de stratégie.
Donc ils ont ciblé plusieurs pays maintenant, etc. Il y a plusieurs courants. Donc tout ce qui est le développement de la marque à l'international par l'Afrique, je le comprends, c'est bien fait, pas de souci. Maintenant, ils ont ouvert des OM Schools, c'est un truc de business, c'est un truc d'image. Et donc ils pensent faire une stratégie sportive après tout ça, d'ici 1 an. Alors déjà, il y a quand même, je trouve, un problème, mais c'est pas grave. Et donc ils veulent ouvrir, si tu veux, des centres de formation, de performance, d'élite, des OM Academy, dont ils veulent être propriétaires. Et si tu veux être propriétaire de ça, pourquoi tu vas contacter un club sénégalais comme Djambar qui vend déjà ses joueurs en Europe, notamment en Norvège? Je crois que Djambar, ils vont te dire, bah oui, l'Olympique de Marseille, soyez propriétaire de notre centre de formation. Quel est le con qui s'est dit, on va contacter Djambar, c'est un club, alors qu'ils veulent être propriétaires de demain d'académie de centre de formation. Ouais. Donc en fait, ils n'ont pas contacté les bonnes personnes. Je trouve ça prodigieux. Oui, il y a des mecs qui ont pensé avant de faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Le problème, il en a la structure à l'homme, alors qu'il n'y a pas un homme fort, connaisseur de l'Afrique, qui aurait pu aiguiller les dirigeants sur les hommes. Ils ont pris le DTN du Maroc, j'ai perdu son nom, qui fait un très bon boulot à la formation là. Ils espèrent le mettre plus tard sur le développement de l'Afrique, mais tu ne peux pas le mettre à la fois sur les deux. Ouais, pour l'instant, il est sur le centre de formation, lui. Oui, pour le moment, il est au centre de formation, mais à terme, ils aimeraient le déplacer sur la cellule africaine. Mais lui, par exemple, connaîtrait très bien le football africain. Maintenant, il y a l'OM, tu sais qu'il y a plusieurs courants de pensée, il y a des gens qui essayent de bien faire leur boulot. Malheureusement, tu as des gens qui prennent des décisions et qui connaissent rien au foot, qui est un peu emmerdant quand même. Dans un club de foot, c'est un peu emmerdant, je pense. Ouais. Et Romain, quels sont les pays africains ciblés par l'Olympique de Marseille? Il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Quels sont les autres? Les 3 du Maghreb, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun, si je te dis pas de bêtises. Ouais. Cameroun, j'ai un doute. Ouais. Et les 5 autres, il y en a 6 en tout cas. Mais tu vois, il y en a 6, ils vont quand même aller se rendre normalement en République démocratique du Congo, parler avec le TP Mazembe. Alors qu'ils n'ont pas ciblé la RDC. Donc c'est une stratégie que à Mazembe, non. Ah non, ils vont y aller quand même. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te dis, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Bah, tous les interlocuteurs que j'ai en Afrique, on m'a dit ouais, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. C'est très flou et très amateur, en tout cas, ce que ça laisse paraître. Bah, quand tu achètes Radonjic 14 millions, déjà oui, tu as une direction, c'est soit l'amatrice, soit les complices. Bah, on va dire que pour eux, ils sont amateurs, c'est mieux. Ouais. L'autre, ce serait problématique. Et justement, est-ce que des clubs comme l'OM, où on sait qu'il y a pas mal de clans en interne et ça date pas d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas des clubs qui sont condamnés à l'instabilité et justement à ce genre de problématique-là? Dans toutes les grandes boîtes, hein, indépendamment du foot, tu as des clans, tu as des luttes d'influence et de pouvoir, donc ça, le foot n'y est pas étranger. Bon, après, l'OM, oui, il y a eu des soucis. Un jour, j'expliquerai comment les agents de Rudy Garcia s'y prenaient, parce que ça, je sais que c'est un fantasme. Qu'est-ce que les agents de Rudy Garcia faisaient dans le mercato, etc. Bah, les mecs sont très malins, je tiens à le dire, mais bon, il laisse quand même 2-3 traces, donc un jour j'en parlerai, parce que ça me permettra de montrer aux gens à quel point tout est bon pour gratter un billet. Mais oui, il y a l'OM, dans tous les clubs. Hein, j'ai dit, ils se remplissaient bien les poches, avec par exemple Sertic, qui est un fantôme à l'OM, et puis ils ont bien mangé dessus. Quoi. Ah ben c'était à eux, ouais, bien sûr. Alors que normalement, il doit y avoir une clause dans le contrat de Garcia où il y avait interdiction de faire travailler ses agents, mais bon, la clause... Il a fait sauter celle-là. Il a fait sauter sa reconduction à l'homme il n'y a même pas 1 an. Alors il vient de signer. Est-ce que tu penses que Mika, ce match peut servir d'acte fondateur pour 2023 avec Fabien Galtier qui va reprendre les rênes de ce 15 de France? Ouais, clairement. Déjà, moi j'ai vu des choses hyper encourageantes parce que j'ai vu des joueurs qui avaient su élever leur niveau et qui on peut se servir en fait, on peut s'appuyer sur eux. Bernard Leroux en seconde ligne, il a été excellent. Franchement, il a été parfait. Kamicha, il a fait une rentrée, il a couvert 2 postes à lui tout seul. Il était hyper actif. Vakatawa, c'est Rigan aussi Vakatawa, hein, donc il a été exceptionnel, autant en défense qu'en attaque. Kikou, la paire de centre Kikou Vakatawa a été pour moi, a été digne du haut niveau. Et c'est des joueurs sur lesquels on va s'appuyer sur les 4 années à suivre. Dupont, c'est pareil, Dupont Tamat, c'est une charnière qui a 21-22 ans. Donc c'est une charnière d'avenir, donc ouais, franchement, c'est des joueurs qui ont montré qu'ils avaient du caractère et qu'on pouvait compter sur eux. Derrière, il y a de la continuité, ça va arriver, mais par contre, il va falloir la jouer réglo sur les 4 ans à venir, il va falloir que les clubs jouent le jeu, il va falloir qu'on fasse jouer les jeunes joueurs, parce que là, c'est toujours pareil, on pioche dans les petites équipes, les grosses piochent dans les petites pour recruter, avoir des joueurs issus des centres de formation français. Ils recrutent en leur faisant miroiter des salaires et derrière ils jouent 3 matchs dans l'année. Donc c'est pas le but. Au bout d'un moment, quand on prend des joueurs, des jeunes joueurs, l'objectif c'est leur laisser leur chance. Mais le problème c'est que on connaît tous les enjeux. Manchester, on a fait
intéressant sur quelques, on va dire, actions menées par cette jeunesse, cette jeunesse qui a été mise encore en avant par Ole Gunnar Solskjaer. Par exemple, il y a eu le petit jeune Brandon Williams qui fêtait sa première titularisation dans une compétition européenne. Pur produit de l'académie, mancunien de naissance. Voilà, il a occupé tout le couloir gauche parce que Manchester United a continué à jouer en 3-5-2 comme il a réalisé lors de la semaine dernière contre Liverpool pour le derby d'Angleterre. Et ce petit Brandon Williams, c'était intéressant, voilà, apporter pas mal de dynamisme sur son aile gauche. Il a même été élu homme du match par les supporters sur le site officiel du club. Ouais. Et voilà, c'est un match, on va dire, où il faut pas retenir le fond, Ouais. mais plus la forme. Voilà, penalty transformé par Martial, 1-0. Beaucoup de turnover, il y a eu Romero, il y a eu le retour du pratiquement quasi indésirable de la part de tous les supporters Manchester qui est Phil Jones. Bon, il était là, Ouais, il a encore au club, lui. il a fait voilà son match avec ses lacunes, mais bon voilà. Et puis il y a eu pas mal de jeunes, comme je vous ai dit, Williams. Il y a eu également ce retour titulaire d'Anthony Martial après plus d'un mois et demi d'absence pour cause de blessure. Ouais. Donc voilà, ça a permis à l'effectif de tourner, d'avoir un petit peu de fraîcheur physique et de gagner et de conjurer le sort. Donc voilà. Après, tactiquement, par exemple, Payet à gauche, je suis toujours pas convaincu. Par exemple, il fait pas. En fait, il anime bien le jeu, mais il joue pas comme un ailier gauche en fait. Et parfois, c'est parce qu'on au est moment, mort. ouais, ben non. Mais le problème, c'est quand tu joues en 4-3-3, t'as Benedetto devant, Payet qui revient chercher les ballons et Bounassar qui est très écarté. Du coup, quand il faut partir, Mansart vraiment écarté. Mais vraiment bien sur le banc, bon, ça on attend le retour de Thauvin, bon, malheureusement. Et ce que je comprends pas, c'est que par exemple, c'est mi-décembre, non, c'est ça, ou fin décembre? ça va être plus janvier, voire fin janvier même. Hein, ça, apparemment, ouais. Non, si, en fait, apparemment, il a du mal à récupérer, bref. Ouais. Du coup, Payet prend jamais la profondeur, par exemple. C'est pas son jeu. Hein. C'est pas son jamais jeu. ça, Payet. Mais quand tu joues ailier gauche, il y a des moments dans le match Oui, mais non, justement, où tu dois, et ton équipe, elle manque trop de profondeur. Pour moi, tu vois. mets ailier gauche. Elle en a aucune. Tu mets ailier gauche par défaut parce que par n'existe plus le poste de numéro 10. Par défaut. Tu mets plus un mec numéro 10 derrière l'attaquant. Mais si tu joues en 4-2-3-1, Payet, il peut être derrière l'attaquant. Si tu joues en 4-2-3-1, il y a pas mal de clubs qui jouent en 4-2-3-1. Pour moi, Payet, c'est vraiment pas un problème de l'avoir à gauche parce que il a tout le terrain pour lui. Il a le terrain ouvert à lui quand il est à gauche. Il est sur son bon pied pour entrer à l'intérieur. Et c'est là pour moi qu'il est. Mais le problème, c'est qu'il est trop prévisible. Parce que justement, comme les gens ils savent qu'il va jouer de cette manière-là, alors que quand il est vraiment dans l'axe, dans l'axe derrière un attaquant, il peut se balader un peu partout en étant moins prévisible. S'il joue dans l'axe, il aura qui sur lui. À gauche, il a qui sur lui. S'il joue dans l'axe, il joue numéro 10. Tu vois, derrière l'attaquant, il a qui sur lui. Il a soit un ou deux milieux sur lui. Oui, mais après parce que, comment ça s'appelle, avec Garcia, ses meilleurs moments qu'il a fait, c'était quand il jouait en 4-2-3-1. Tu avais Thauvin sur le côté droit, Ocampos sur le côté gauche, Mitroglou, Germain devant. Et là, il était très à gauche. Mais là, le problème, c'est justement, il n'y a personne. Il est là le problème, c'est que Ocampos est parti. Il n'a pas été remplacé, c'était un titulaire. Il est parti, il n'a pas. Tourelle qui était très agacé d'ailleurs après le match. Paris, après quand on voit le rythme de la Ligue 1, franchement. Oui, mais c'est ça justement, les PSG s'en foutent du rythme. Ils sont toujours premiers. Ouais. Ils s'en foutent. Il était énervé après le 4-0. C'est bien beau d'être énervé, mais c'est quoi l'impact que tu mets? Enfin, c'est le message, il passe pas, il t'écoute pas. C'est quoi, tu leur donnes pas envie de tu vois, parce que bon, Tourelle, je vois énervé à chaque conférence de presse à un moment donné. Là, cette année, il n'aura aucune excuse. L'effectif, il est pléthorique, il a un gros banc de touche. Il se plaignait un peu l'année dernière du banc de touche. Ouais. Il a un gros banc de touche. Il a eu Gay qui apporte la petite touche qui manquait d'impact au milieu. Ouais. Là, il a tout. Là, il va tout prendre si jamais il y a un nouvel échec cette année du côté du PSG. Exactement. Saison clé pour Thomas. Messieurs, on va passer il reste 10 minutes avant la fin de l'émission. On va faire un tour rapide de l'autre côté des Pyrénées. On va s'intéresser à la situation du FC Barcelone. Le FC Barcelone, donc, qui s'est incliné la semaine dernière 3-1 sur la pelouse de Levante après avoir mené 1-0. Cette semaine en Ligue des Champions, match nul surprenant au Camp Nou face au Slavia Prague.
Qu'est-ce qui se passe au Barça, mais ça va pas. Hein. Ça va pas, Ernesto Barça. Valverde. Grisou, il a pas le ballon. Grisou, il a pas le ballon. Comment on fait? Ils lui font pas de passe, c'est normal, ils lui font pas de passe. C'est sur l'occasion, Messi, c'est Messi quoi, mais il rentre pied gauche et il y a Griezmann qui est démarqué quoi. Mais il tire sur la barre et Il y a et ça, voilà, il y a- quoi. il y a- il y a- il y a le manque de lion offensif avec le manque de passe envers Grisou, mais bon, ça, je pense que après, faut voir Griezmann sur ses stats, lui, il aimait ses buts. Ah, il aimait Il ses en a buts. 4 ou 5 buts, Ouais, il aimait ses avec buts, une hein. ou deux passes D, je sais plus exactement le mot. Pas loin de Messi aussi, qui doit être à 5 buts Ouais, aussi. j'ai pas le total sous les yeux, le Voilà, classement des mais buteurs. c'est l'absence de Barça. Luis Suarez aussi, qui est le vrai attaquant de pointe en fait Ouais. du Barça. Quand tu as un vrai attaquant de pointe comme ça dans une équipe comme le Barça qui a souvent la balle, ben, tu peux mettre n'importe quel système derrière, ça simplifie tactiquement en fait. Tu as toujours un repère offensivement. Donc, Mais c'est est-ce vrai que là, ce serait pas justement la chance d'Antoine Griezmann Ouais, mais d'occuper c'est pas- ce rôle de Ouais, numéro 9 mais et tu connais de pouvoir Griezmann. s'imposer? Parce que bon, Ouais. Luis Suarez, il a quand même 32 ans, et il est plus tout jeune, il va bientôt avoir 33 il va ans. il falloir est qu'il tout prenne jeune. du gab, hein. Va falloir Ouais. qu'il prenne du gab parce que Ouais. si tu veux être attaquant de pointe, on connaît tous Griezmann, il aime bien revenir, Ah, il aime toucher bien le ballon, décrocher, toucher le ballon, décrocher, tout ouais, ça. il aime bien décrocher, ouais. Donc c'est vrai que bon, avant que Luis Suarez arrive au Barça, on a eu une ou deux saisons où c'était Messi en attaquant de pointe. Donc là, pour le coup, la question se posait pas. Mais là, du coup, tactiquement, c'est un peu compliqué à gérer pour l'entraîneur parce que Luis Suarez, avec ses dernières absences, ben, malheureusement, ça complexifie un peu Ouais, la chose, ouais. l'animation offensive du Barça. Je pense que c'est une des raisons qui fait que le Barça a un peu de mal en ce moment, y compris contre le Slavia Prague. On le sait tous, quand même, le Barça est Ouais, au-dessus quand du même. Slavia Prague. Quand même. Ouais. Au Camp Nou en plus. Match nul affligeant, on va dire, pour ne pas être plus vulgaire. Petit mot tennis, Isma, rapidement. Un petit mot balle jaune, ouais, un petit mot tennis. Petit mot balle jaune avec la finale de la Fed Cup la qui finale de la Fed va Cup. démarrer cette nuit entre l'Australie et la France. Voilà, la France qui ne part pas favorite. Qui ne part pas favorite, même si je trouve qu'au niveau Fed Cup, on a réussi à se retrouver déjà en finale. Déjà, on peut déjà se satisfaire de ça. Maintenant, faut la gagner. Et il faut aller la chercher là-bas en Australie. Et ça va pas être évident parce que Caroline Garcia va jouer contre la numéro 1 mondiale. Et ça va être une autre paire de manches. Sachant que Caroline Garcia, on ne sait pas quelle Caroline Garcia on va trouver forcément. Celle qui a balbutié son tennis durant toute la saison 2019 et qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Kristina Mladenovic, c'est sur courant alternatif, ça souffle souvent le chaud et le froid, donc bon. Après, Mladenovic en équipe de France, on sait que Ah, en c'est idem général, pour elle se donne à fond. Ouais, c'est idem pour Garcia. En général, elle se donne à fond. Idem pour Garcia. Donc bon, voilà. c'est On les va voir. seuls gages d'espoir que l'on On a. peut avoir, ouais, C'est ça. En amont. Un mot sur le Stade français quand même, bon dernier tu l'as dit, de top 14. Là, est-ce qu'on peut s'inquiéter du maintien du Stade français dans l'élite? Mais clairement, il va falloir qu'ils se posent des questions parce que on sait que ça fait depuis 2 ans maintenant le top 14, il y a eu des choses qui ont été mises en place, notamment l'avant-dernier, jouer le match des barrages pour rester en top 14 contre le perdant de la finale de Pro D2. Sauf que ça fait 2 années que l'équipe de top 14 perd à chaque fois ces matchs-là et qui descendent. Donc en gros, les 2 dernières places, souvent, c'est les 2 équipes qui passent à la trappe. Et là, le Stade français est dernier avec 9 points, derrière Agen qui est 13e à 16 points. Donc on a déjà un écart au classement entre ces 2 équipes et on a un écart aussi avec le 12e qui est Brive et qui a 18 points. Donc le Stade français qui n'arrive pas à gagner, qui a perdu d'ailleurs dernier match, son avant-dernier match, il avait perdu à Agen avec un match très morose de leur part. Là, ils n'ont pas su se réveiller, mettre l'intensité qu'il faut face au Racing, alors que c'est un des derbys les plus importants, un des matchs les plus importants pour eux. C'est extrêmement inquiétant, mais d'un côté, c'est attendu, parce que c'est une équipe où il y a eu un grand lessivage, où tous les cadres qui ont fait la renommée du Stade français sont partis ou ont été mis à la porte, pour repartir sur une nouvelle équipe, des nouveaux objectifs, sauf que le problème, c'est que ça prend pas. Tout simplement, Thomas Lomar, qui est un peu l'identité du Stade français, est arrivé au poste de directeur pour essayer de redonner un second souffle à cette équipe-là. Mais pour l'instant, ça prend toujours pas et il va falloir vite s'en inquiéter parce qu'une saison, ça passe très très vite. L'Olympiakos
82-63. Là, ça a été la plus grosse victoire que je m'attendais pas du tout. Gagner de 19 points face à cette équipe-là en début de compétition. Alors je me suis dit, bon, est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé la ZEL? Mais non, non, il y a vraiment une véritable équipe dans la ZEL. Quand on voit qu'il y a des joueurs comme Charles Cahudi qui est expérimenté là, avec l'équipe de France, même s'il n'avait pas joué le dernier mondial, Edwin Jackson qui avait fait un passage en Espagne, même à Barcelone, il me semble. Voilà. Quant à Antoine Dio, lui c'est un joueur de Vincent Collet, équipe de France. Théo Malédon, très prometteur ce joueur aussi. Je pense qu'il pourrait limite aller en NBA. Il faudrait qu'il tente sa chance. Et puis après, on a des Jordan Taylor. Ah oui, j'ai oublié Livio Jean-Charles qui était passé aux Spurs. Ouais. Donc voilà, il y a quand même une équipe, on va dire, assez correcte. Ils ont réussi à faire revenir, on va dire, des joueurs qui étaient partis à l'étranger et ils ont clairement une bonne équipe. Mais je pensais pas qu'ils arrivaient à aller taper des grosses écuries. En fait, je crois que, il me semble que les Anglais, en fait, le problème, c'est qu'ils sont très forts entre septembre et mai. Ce qui correspond aux phases de qualif, parce qu'ils sont en rythme et ils ont un championnat qui a beaucoup de rythme. Et je pense qu'à la fin, ils arrivent épuisés. Parce que la première ligue, c'est vraiment intense comme championnat. Donc quand tu arrives au mois de juin, juillet, avec une grosse première ligue, où tu t'es pas arrêté en décembre en plus avec le Boxing Day, etc., c'est plus compliqué du coup pour enchaîner dans une grosse compétition. Cet argument, je l'aurais pu l'entendre. C'est évident, ils sont bons dans les phases de qualif. Bon, après les phases de qualif, c'est pas le même niveau d'adversaire. Oui, déjà. On va pas se mentir. Après, regarde Salim, en 2018, ils ont quand même fait une Coupe du Monde assez intéressante, ou en tout cas au niveau du résultat. Ils ont eu de la chance au niveau du tirage, et puis ils sont passés au penalty plusieurs fois. Oui. Non, une fois, contre la Colombie. La Colombie, et ils ont perdu au péno après, c'est ça? Non, ils ont battu la Suède en quart et ils ont perdu lors des prolongations contre la Croatie. Prolongation, voilà, c'est ça. Un match qu'on a commenté, Ismaël. Exactement. Mais voilà, on se souvient pas non plus d'un grand match exceptionnel de l'Angleterre en Coupe du Monde. Il y a une progression, en tout cas en termes de résultats. Ils nous ont pas choqués, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant qui vient. Avec une équipe jeune en plus. Je trouvais qu'à l'époque, c'était surtout mental, moi, les problèmes de l'Angleterre, où dans les matchs couperés, il y a un problème de surmotivation. Ils avaient la poisse entre guillemets lors des séances de pénalty. Je crois que c'est le premier qui l'emporte depuis X temps. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté. Moi, je pense que c'est juste. Pour moi, c'est juste un problème il leur manque un crack. Mais vraiment. Il y a des cracks. Non, mais il y a des super joueurs. Sterling, c'est pas un crack. Sterling, c'est un crack en puissance. Mais il y a des super joueurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas des joueurs pour l'instant ballon d'orisables en Angleterre? À moins que Sterling continue sur cette lancée et s'en rapproche. Et quel pays alors que par exemple, je sais pas moi. Quand tu avais l'Espagne championne, bon l'Espagne c'était ça calquait le jeu du Barça, etc. Tu avais Xavi et Iniesta qui étaient vraiment au top, Iniesta qui était proche du ballon d'or, etc. Voilà, l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde. Quel joueur est ballon d'orisable en équipe d'Allemagne? Ouais, l'Allemagne, tu me diras, mais c'est un peu pareil que l'Espagne. C'est un peu pareil que l'Espagne. C'était vraiment un collectif, vraiment, mais avec, allez, au moins 8 joueurs de très très haut niveau. Peut-être pas ballon d'or, mais quand tu avais les Schweinsteiger, quand tu avais les Müller, etc. Les Toni Kroos. C'était qui? C'était Xavi Iniesta qui était sur le podium ballon d'or? Les deux. Les deux? C'est le podium en 2010. Je pense qu'à l'Angleterre, il leur manque encore un petit niveau, un ou deux joueurs qui atteignent vraiment un niveau un peu plus élevé. Pour moi, Sterling, il rentre dans cette case-là. Oui, là en ce moment, on va voir s'il va. C'est vrai. Non, mais là en ce moment, il y est, clairement, il est dans cette case-là. On va voir s'il va. Mais pour les années précédentes, je vais te dire, pour les résultats précédents d'Angleterre, je trouvais qu'il leur manquait un petit peu ça. Voilà, un peu ce crack qui fait la différence au moment où c'est vraiment chaud. Moi, je pense qu'il leur manque soit un mec d'expérience, très très expérimenté au plus haut niveau. Oui, c'est vrai que c'est une équipe très jeune. Ou soit des joueurs qui jouent à la finale de la Ligue des Champions ou dans le carré de la. Parce qu'en fait, Liverpool, il n'y a pas beaucoup d'anglais en fait à Liverpool. Anderson. Ouais. Anderson. Est-ce que c'est un joueur majeur de Liverpool? C'est le capitaine. Ouais, mais c'est pas grâce à ça. Ouais, mais Anderson, c'est un bon joueur. Mais c'est pas. Non, mais d'accord. Je vais être clair dans ce que je vais dire, dans le sens où dans le jeu, c'est pas le joueur, c'est pas la plaque tournante, mais il a quand même un rôle important, même si c'est pas directement sur le terrain. Mais Anderson, il représente beaucoup. Déjà, cette touche anglaise qu'il y a à Liverpool, déjà, il faut pas le nier. Liverpool, les gens, Salah, Mané, Van Dijk. Non, mais toi, tu parles aussi. Anderson, il est pas. Non, mais il est dans le cœur des supporters, c'est l'anglais, c'est le joueur de Liverpool. Mais si tu fais un top 5 des joueurs de Liverpool, il n'est pas dedans.
Il est pas, il y a Salah devant, il y a Mané devant, Firmino, Van Dijk, même Alex Arnold pour moi est plus important que lui. Sur son côté, le gardien, Alisson. Après, forcément, autour de tous ces joueurs-là, ben Anderson avec sa grinta, oui, il est là, il est présent. D'ailleurs, tu parlais d'anglais, il y a Alexander Arnold. Ouais, non mais Alexander Arnold. Mais ouais, rentrer dans cette case-là que tu. Et après, il y a quelque chose, et je pense que le style de jeu anglais, il est trop prévisible et trop facilement, il peut se faire trop facilement détruire. Parce qu'on sait comment ils vont jouer les Anglais. On sait que les Anglais, intensité à fond, nanana. Quand tu mets le pied sur le ballon avec eux et que tu les fais courir, ils ont du mal. C'est comme ça. Les équipes anglaises, bon là, elles ont progressé parce qu'ils ont ramené aussi des joueurs étrangers. Mais elles ont eu du mal pendant longtemps face aux Espagnols à cause de ça. Et en Coupe du Monde, les Anglais, ça se retranscrit aussi. Ils ont un style qui est trop prévisible. Sachant qu'en plus, cette équipe, elle est très jeune, hein, comme on l'a dit. Alors, j'ai vu une statistique contre le Monténégro, c'était la plus jeune équipe d'Angleterre alignée depuis 1964. C'est ça. Il manque de l'expérience dans cette équipe. Il y a pas mal de jeunes pousses. Il y a Abraham, Mason Mount aussi, qui est vraiment bon avec Chelsea. L'Italie, qui fait son retour. De la squadra, exactement. Voilà, l'Italie, ça reste l'Italie. Hein. L'Italie, ça reste l'Italie. Eux, ils ont pareil. Eux, ils ont leur style à eux. Et voilà, quand ils reviennent là et qu'ils montrent qu'ils ont des bons résultats, ils vont toujours être dangereux quoi qu'il arrive. Ils ont une âme, ils ont un esprit, ils ont quelque chose qui... Ouais, c'est jeune. C'est jeune, mais ils ont cette culture de jeu. Et franchement, l'Italie, il faut toujours s'en méfier. Tu trouves qu'ils ont une culture de jeu, toi, l'Italie? Bah oui, mais de jeu, pas de jeu offensif. Pas de parce jeu. Que moi, quand tu me dis jeu, mais jouer quoi. Non, mais il y a différents types de jeux. Pour moi, moi, l'Atlético, ils ont leur jeu aussi à eux, mais c'est leur jeu à eux. C'est un jeu défensif. Ce qui a justement été difficile pour l'Italie, je trouve, c'est de renouveler ça, quoi. J'ai l'impression que c'était ancré dans les têtes de beaucoup de personnes en Italie de jouer défensif et tout ça. Mais ils jouent défensif avec des joueurs techniques. C'est ça qu'il faut préciser. Parce que parfois, par exemple, quand on dit en Ligue 1, jouer défensif, tu vas mettre des mecs costauds pour bétonner, etc. L'Italie joue intelligemment défensif. C'est-à-dire que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils veulent aller marquer le but et ils ont des joueurs talentueux pour le faire. Ils ont un plan précis. C'est pas on joue défensif, on bétonne et on balance devant. C'est pas ça, attention. Donc, attention à l'Italie. Ils ont des joueurs vraiment techniques. Ils en ont toujours eu. Quand ils ont été bons. Verratti, il a l'image un peu de ça. C'est-à-dire un mec qui sort de nulle part et qui est très technique, très talentueux, qui relance tout vers l'avant. Alors qu'à la base, il est défensif. C'est ça. Et du coup, ouais, je pense que l'Italie, il va falloir faire attention à cette équipe italienne, même si je ne les placerai pas non plus dans les favoris. Non, ils sont encore dans le renouvellement. Je les mets dans le groupe avec le Pays-Bas, etc. Et on va démarrer l'émission avec notre invité, Simon Pombo, qui est en direct avec nous au téléphone. Salut Simon. Salut, bonsoir et merci pour votre invitation. Il n'y a pas de souci, Simon, on est vraiment très heureux de te recevoir ce soir. Alors, comme je disais en introduction, tu es milieu de terrain à Grenoble, qui évolue en ce moment en Ligue 2. Tu es également international congolais. Et on va commencer par parler de l'actualité de Congo-Brazza. Brazzaville, ouais. Congo-Brazzaville. Ah, t'étais à Dakar mercredi? Non, à Thiès? Non, ça fait un moment que je suis en sélection. Ah mince. Voilà quoi. Ah dommage. Dommage, j'aurais bien aimé te voir sur le terrain face au Sénégal. Ah oui, c'est vrai que le Sénégal a joué contre le Congo-Brazzaville lors de la première journée des éliminatoires à la CAN 2021. Exactement. Moi j'ai une petite question par rapport à vos objectifs avec ton club Grenoble. Vous êtes actuellement 8e de Ligue 2. Quelles sont concrètement les ambitions pour cette saison, pour la fin de la saison concernant Grenoble tout simplement? Non, ben, tout d'abord, il faut savoir qu'on avait des objectifs aussi en coupe, soit en coupe de la Ligue ou en coupe de France, le plus loin possible. Donc déjà, on ne les a pas atteints. Ensuite, maintenant, il nous reste le championnat. Actuellement, on est 8e. On a une nouvelle équipe avec beaucoup de nouvelles recrues qui sont arrivées dans le mercato cet été. Là, on est 8e au classement, mais notre objectif, c'est de rester vraiment le plus longtemps possible, le plus proche possible aussi de la 5e place, quoi, du top 5, on va dire. Et sur le long terme, de l'intégrer. Bon, après, pourquoi pas, sur la fin de saison, viser le barrage ou autre pour monter en Ligue 1. Ouais, Simon, comment tu jauges le niveau du championnat de Ligue 2? Toi qui es passé par de nombreux championnats, Israël, Slovaquie, Italie, comment tu juges le niveau de la Ligue 2 depuis ton arrivée en janvier dernier? Ouais, depuis mon arrivée en janvier dernier, j'ai
depuis un peu du championnat de Ligue 2. Donc c'est un championnat que déjà par les résultats on peut voir que c'est vraiment serré. Il y a souvent des matchs nuls ou des victoires avec des différences de seulement un but ou autre. Donc c'est un championnat homogène où le premier peut perdre contre le dernier peut perdre contre le premier. Et dans le ventre mou aussi, on peut le voir par le classement, que ce soit de la 6e place jusqu'à à peu près même la 15e place, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Donc c'est un championnat assez homogène, je veux dire, et surtout physique, et les équipes se montrent pas trop. Quoi. On ne joue pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de jeu, mais c'est plutôt le résultat qui prime. Personnellement, Simon, alors tu es arrivé en janvier dernier, tu es fraîchement arrivé. Est-ce que tu comptes t'installer dans la durée avec Grenoble? Est-ce que c'est un club où tu te vois de nombreuses saisons? Bah écoutez, déjà moi je suis un joueur ambitieux. Le club aussi a des grandes ambitions de repartir dans les années qui vont venir en Ligue 1. Donc c'est clair que c'est dans un coin de ma tête vraiment de m'installer dans la durée avec Grenoble. Mais après voilà, je ne ferme pas les autres portes. S'il y a plus haut, pourquoi pas partir. Mais pour l'instant c'est vrai que je suis arrivé en janvier et c'est bien aussi de trouver un peu de stabilité, de pas tout le temps bouger dans tous les 6 mois ou tous les 1 an dans une équipe. Ouais. Pour l'instant, je verrai comment la saison va se dérouler, comment on va finir, et après, il me restera une saison, une année de contrat, et je verrai bien ce que je pourrais faire. Simon, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu as un club favori dans lequel, si c'était, tu avais l'opportunité, la possibilité, dans quel club tu souhaiterais évoluer aujourd'hui? Le club de tes rêves? Moi, les 2 clubs vraiment de rêve, déjà, comme je suis de la région parisienne, c'est Paris Saint-Germain, c'est sûr. Et après, il y a Beşiktaş. Voilà. Beşiktaş. Beşiktaş, ouais. C'est vraiment un club que j'ai toujours aimé et toujours apprécié par rapport à la culture qu'il y a dans ce pays qui est la Turquie. Donc moi, c'est PSG et Beşiktaş, vraiment les 2 clubs qui me font rêver, on va dire. Ah bon, on te souhaite de rejoindre l'un des 2 clubs. Hein. Bon, Paris, c'est assez banal, mais c'est vrai que Beşiktaş... Beşiktaş, ouais. c'est peu commun. C'est peu des supporters commun, mais... hors turc du Beşiktaş, franchement, j'en connais pas des masses. Ne pas dire aucun. Mais c'est un bon club hein, qui joue régulièrement les Coupes d'Europe. On les a vus l'année dernière ou il y a 2 ans en Ligue des Champions. En Europa League, on les voit très souvent. Effectivement, il vient d'arriver. C'est pas la communication idéale pour mettre en confiance tes attaquants et même ton groupe globalement. Yacine, je te pose la question et je la pose aussi autour de la table. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là qui fasse exploser le vestiaire là? Parce que c'est compliqué de parler comme ça. Plus que cela, Nassourdine, là, la presse marocaine parle même d'un match à coup près déjà contre le Burundi demain à 14h. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, pour vous dire, là, l'alerte qu'il y a en ce moment au sein de la fédération. Fawzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football, a exigé un résultat plus que positif contre le Burundi demain à 14h. Et quand on voit les conditions dans lesquelles le Maroc va jouer au Burundi, Nassourdine, je te partagerai 2 ou 3 images du stade, donc du match de demain, pour le partager si vous voulez, pour les lecteurs et les auditeurs du Discord. Le terrain est catastrophique, les amis. Il y a plus de boue que d'herbe. Ça sent le bourbier. C'est une catastrophe. Et donc, un autre match nul ou une défaite pourrait déjà remettre en cause Aïd Alilodzic et tout simplement un départ de Aïd Alilodzic peut-être à l'issue de cette semaine internationale s'il n'y a pas de victoire du Maroc demain après-midi. Ouais. Là, on est vraiment dans l'urgence. Et le problème, c'est que ce n'est pas les résultats pour l'instant qui sont critiqués par la Fédération royale, mais c'est surtout la communication. Il y a eu également la communication par rapport à Mohamed Ihataren, qui a choisi récemment donc la sélection nationale des Pays-Bas. Ouais. Et quand on sait que Coach Vaïd a été invité à 2 reprises par Fawzi Lekja de prendre un vol pour les Pays-Bas afin de convaincre la famille d'Ihataren de choisir et de convaincre son fils de rejoindre le Maroc, et à 2 reprises Coach Vaïd ne s'est pas présenté au sein de la fédération pour partir à Amsterdam et essayer donc de convaincre cette pépite de rejoindre le Maroc.
quand on ajoute ça à la communication, aux prestations très ennuyantes, les résultats négatifs, ça sent le bourbier, les amis. Hein. Ouais. Vraiment, ça sent le bourbier. Départ compliqué pour Vaïd. C'est dur de passer quand même derrière Hervé Renard qui a tant construit. Là, il souffre un peu aussi de... Est-ce que Toulouse peut retrouver les sommets européens cette saison? Alors oui, Toulouse peut retrouver les sommets européens parce que par rapport à l'année dernière, ils ont un peu plus d'expérience. L'année dernière, on se rappelle qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient intégré le projet, jeunes qui ont gagné le top 14, encadrés bien sûr par les internationaux que peuvent être Maxime Médard, Yoann Huget, Tekori. On sent qu'il y a une grosse alchimie cette année du côté de Toulouse et l'arrivée des internationaux de la Coupe du Monde a apporté vraiment un gros coup de boost. Hein. La victoire contre Gloucester alors qu'ils étaient menés de 20 points à la mi-temps, avec une remontada et une victoire sur finish et puis amplement méritée. Je pense que Toulouse cette année est armé et prêt pour affronter des grosses nations. Ils sont plus en place physiquement avec une profondeur de banc qui n'est pas négligeable pour la Coupe d'Europe. Donc c'est une bonne année pour eux pour pouvoir essayer de miser sur une victoire en Coupe d'Europe, mais ils ne seront pas tout seuls. Ouais, effectivement, il y a... Et Manchester United donc qui reste en place, qui enchaîne quand même encore une contre-performance, un match nul, qui reste à une dizaine de points encore du Big Four, mais sa jeune garde commence vraiment à s'aguerrir et surtout s'affirmer parce que Nassourdine, il y a une stat très très impressionnante. Tous les joueurs de Manchester United qui ont marqué cette saison en Première Ligue ont 23 ans ou moins. Et sur tous ces joueurs-là, il y a 5 joueurs sur les 7 buteurs de Première Ligue qui viennent du centre de formation. Donc les buteurs en Première Ligue sont Mason Greenwood, 18 ans, Brandon Williams, 19 ans, Marcus Rashford, 22 ans, Scott McTominay, 22 ans, Daniel James, 22 ans, Andreas Pereira, 23 ans, et Anthony Martial, 23 ans. Il n'y a que Daniel James et Anthony Martial qui ne sont pas issus du centre de formation. Pour le reste, c'est du pur produit Manchester United. Et la stratégie donc d'Ole Gunnar Solskjaer de faire cette saison de transition avec la mise en place de cette jeunesse formée au club, cette jeunesse même native de Manchester pour la plupart, commence à porter ses fruits et à être intéressant, même s'il manque encore de régularité et de consistance dans les résultats. Et les gars, on va démarrer l'émission avec l'actualité chaude de la semaine, de la journée. Le limogeage d'Unai Emery au poste d'entraîneur d'Arsenal. Momo, je me tourne vers toi, supporter des Gunners. Est-ce que le club a pris la bonne décision? Elle était dure à prendre cette décision, puisque on connaît tous l'histoire récente d'Arsenal, avec le règne d'Arsène Wenger qui a duré près d'une vingtaine d'années. On sait qu'Arsenal n'est pas un club qui a pour propension à virer ses entraîneurs en cours de saison. Sauf qu'on était arrivé avec Unai Emery sur une... j'allais dire fin de cycle, mais je ne sais même pas s'il y a un cycle qui a déjà commencé avec Unai Emery. Donc je ne sais même pas si ma terminologie elle est bonne en fin de compte. Parce que Unai Emery, depuis qu'il est arrivé, tout n'est pas à jeter. Il a fait du bon travail, il y a des bonnes choses qui ont été réalisées. Mais le problème de Unai Emery résidait sur la cohérence et la consistance en matière d'effectifs et sur ses compositions, sur ses choix tactiques, semaine après semaine. Il n'y avait aucune lisibilité. Aucune. Sur la semaine A, tu peux te trouver avec une tactique, la semaine B, il va te changer la tactique avec tous les joueurs. Tu ne comprends pas. Aucun joueur n'est assuré d'être titulaire à son poste. Et les résultats, les mauvaises performances qui sont accumulées semaine après semaine, là, il reste sur une série de 7 matchs sans victoire. Pour un prétendant à la Ligue des Champions qui est Arsenal, qui n'a pas disputé la Ligue des Champions depuis maintenant 3 ans. Une 4e année sans Ligue des Champions. Là, ça aurait fait tâche, surtout au eu égard des investissements qui ont été effectués durant cet été, avec notamment l'arrivée d'un ancien Lillois, Nicolas Pepe, avec des recrutements qui ont été, ma foi, somme toute assez intelligents de la part de cette équipe d'Arsenal. Donc le fait que Unai Emery n'arrive pas à tirer le meilleur de ses joueurs, franchement, quand on voyait récemment ces dernières semaines Arsenal jouer. Pour moi, c'est le fait qu'il ne soit pas sérieux dans son hygiène de vie. Ouais, et sur le côté physique, sur lequel je disais il y a 2 ans, c'est pour ça que je disais que c'était l'escroquerie du football, c'était dans ce sens-là. C'était que c'est un gars qui est frêle physiquement.
Et à la fin du débat, qu'on On voit en pas sur la reparlera vidéo, dans 2 ans encore lorsqu'il aura voit quitté pas le FC Barcelone, qu'il éclora dans un autre Attends, club. je t'ai on en laissé reparlera. finir de parler. Pourquoi tu me coupes encore une fois? Donc, ce qu'on voit pas sur la vidéo, c'est qu'à la fin, on s'est rejoint sur le fait que c'est le travail qui pourra me donner tort en fait. C'est le travail c'est le travail de Ousmane Dembélé sur son physique qui est trop frêle qui pourra me donner tort. Parce qu'il est parti de ça à la base. Il est parti d'un physique qui était trop frêle pour pouvoir s'imposer dans les duels, etc. dans un grand club. Il est parti de ça. Donc maintenant, s'il avait travaillé depuis, je pense qu'effectivement, moi j'ai rien du tout contre Ousmane Dembélé, il aurait pu s'imposer. Maintenant, les 2 dernières années, il a eu une blessure sur sa cuisse gauche l'année dernière, c'est ça? Une blessure sur sa cuisse gauche qui apparemment a mal, il a mal récupéré après cette blessure-là. Ça l'a foutu dans le baba et il a jamais su enchaîner les titularisations. Il a jamais su montrer sa vraie valeur, au moins la valeur qu'il avait, ne serait-ce qu'à Rennes. Donc à partir de là, pour moi, le problème Dembélé vient uniquement de Dembélé. Il ne vient pas du tout de Ernesto Valverde ou que sais-je encore. Ça vient uniquement de lui. Et malheureusement, sa carrière, je donne peu de chance à sa carrière maintenant. Parce que dès le début de carrière, tu fais ça. C'est-à-dire dès que tu es jeune et que tu es en pleine possession de tes moyens, tu joues pas. Donc ça veut, maintenant, qu'est-ce qui va devenir Dembélé maintenant? Je te jure, tu ramènes. Qu'est-ce qui va devenir Dembélé? Ousmane Dembélé, tu le ramènes du côté de Liverpool avec le meilleur des entraîneurs du monde. Avec le meilleur des entraîneurs du monde. Qu'est-ce qu'il va devenir? Dans quel état il est? Tu verras. Dans quel état est le joueur? Tu verras. Tu verras. Moi, je demande à voir. Je demande à voir si jamais Jürgen Klopp m'entend. Mais tu mets Jürgen Klopp, tu mets Pep Guardiola, tu mets qui tu veux. Dans quel état il est le joueur? Dans quel état il est là? T'inquiète pas, ils vont lui retaper une condition physique nécessaire en le cajolant. Ils sauront. Ça enflamme Dembélé. Non, ils sauront le recadrer en temps voulu. Pour moi, Ernesto Valverde, c'est un problème de management. Franchement, je lui donne peu de chance, mais s'il me fait 6 mois complets, il me donne... Niveau Rennes, l'année dernière, atteint les 8e de finale de la Ligue Europa, sorti par Arsenal après avoir gagné 3-1 à l'aller. Me parler d'une histoire de niveau pour Rennes, ça me semble en dessous de sens. Ils ont perdu des joueurs, Rennes. Ouais, certes, mais ils ont perdu qui? Ben Arfa. Ils ont Ben Arfa, Koubek, le gardien. Ils ont perdu Koubek. Ils ont gagné au change en prenant Edouard Mendy, s'il te plaît. Excuse-moi. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais Edouard Mendy, pour l'instant, je vois pas ce qu'il a apporté à Rennes depuis qu'il est arrivé. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, laissons-lui le temps. d'accord. Mais quand même, je ne compare pas Koubek à Mendy, quand même. Et quoi? C'est quoi? Koubek, qu'est-ce qu'il a fait pour Rennes, Koubek? À part il a gagné une Coupe de France et... Cagade sur cagade. Il a gagné une Coupe de France avec Rennes. Ah, il a mis un sprint, on l'a vu, on s'en souvient. On parle de Mendy comme si c'était Iker Casillas. On va se détendre quand même. En tout cas, Edouard Mendy, ce n'est pas Ali Ahmad. Ce n'est pas Ali Ahmad. Il a fait un gros match. Oh là, je pose mon micro et j'arrête de parler. Il a dit Ali Ahmad a fait un gros match. Il a fait un gros match contre l'Égypte. C'est vrai. Mais bref, le débat c'était pas sur le gardien. Tu m'as demandé qui ils ont perdu. Je t'ai dit Koubek. Je t'ai dit le capitaine André au milieu de terrain qui avait un rôle prépondérant quand même. Je suis d'accord. Voilà. Merci, super. Ouais, il est à Lille en plus. Ben Arfa, toi tu l'as dit. Ouais, je crois que c'est tout. Bah, c'était 3 titulaires déjà qui. Il n'y a pas un joueur offensif titulaire. Ah si, Ismail Assar. Ouais, Ismail Assar. Qui est parti à Watford. Bon, le pauvre il galère en ce moment, mais. C'est vrai. Il a du mal, mais bon bref, c'est pas le débat. Mais voilà, rien à faire. Est-ce que ça serait pas un peu long trop vite aussi avec Galtier? On se pose la question, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé, et là c'est vrai que Galtier a réussi à avoir 42 joueurs. On rappelle que c'est compliqué parce que la Ligue en fait verse de l'argent aux clubs pour qu'ils les libèrent en fait. Ils ont une compensation financière ces clubs, donc passer de 31 à 42 joueurs, ça veut dire que la Ligue va falloir qu'ils mettent la main à la poche pour pouvoir payer les clubs, en fait, les donner leurs indemnités. Bon, il y aurait un arrangement avec la Fédération française de rugby qui, en fait, reverserait une partie des recettes des matchs de l'équipe de France à la Ligue pour compenser. Mais ça montre bien que quand ils veulent trouver des solutions, ils peuvent trouver des solutions. Ouais. Donc, en effet, Galtier va pouvoir préparer le tour à destination correctement avec 42 joueurs. Pourquoi 42? Parce qu'en cas de blessure, il y aura un joueur qui va pouvoir remplacer un autre joueur et qui sera intégré au projet de jeu. Ça veut dire qu'on ne perd pas de temps
dans l'implication du joueur, dans sa façon de s'intégrer au groupe, tout ça, normalement tout est acquis. Ça veut dire que le joueur est prêt à intervenir. Et ça permet aussi à Galtier de juger l'état des troupes. Il y a quand même une liste aujourd'hui de 75 joueurs qui a été établie, qui sont suivis régulièrement pour pouvoir que Galtier ait largement le choix pour essayer de gagner ce tournoi destination. Parce que là, on va parler quand même d'essayer de gagner le tournoi destination. Galtier, il n'est pas là pour perdre des matchs et avoir des défaites positives. Il est là pour gagner, clairement. Voilà. Peut-être une mentalité de winner. C'est ce qui manque. Hein. Ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, le match d'ouverture, ce sera au Stade de France contre l'Angleterre. Les vice-champions du monde. Ça pique. Hein. Ouais, je trouve que ça met la hargne. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour commencer. Exactement, parce que l'Angleterre, il faut gagner parce que c'est les Anglais. Justement, on sait que c'est une très grosse équipe qui aurait mérité de gagner sa Coupe du Monde aussi. Donc ça va permettre de nous jauger et de s'y envoyer, quoi. Justement, en termes de morale des troupes, Galtier va pouvoir jauger de savoir quel est le niveau actuel. On commence cette émission avec le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2019 est remis ce soir à Paris. C'est normalement Lionel Messi qui devrait remporter cette 64e édition et succéder à Luka Modric, qui est encore le tenant en titre pour quelques heures encore. Malgré qu'ils ne sont pas dans la liste de ce Ballon d'Or. L'Argentin remporterait donc son 6e Ballon d'Or. Est-ce mérité? Oui, c'est mérité. On ne peut pas dire que c'est du vol, pour moi. Parce que, encore, on l'a vu hier, Messi porte vraiment le Barça. Il a porté le Barça de janvier à décembre. Donc après, si on regarde au niveau de la saison, il a gagné le championnat, il a fait demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas dégueulasse. Mais après, on peut dire que par exemple, un Van Dijk ou un Mané le méritaient tout autant. Donc c'est pas un choc. Ça aurait pu être un joueur de Liverpool aussi. Voilà, hein, je trouve que c'est. Mais après voilà, Messi, il a 32 ans, il régresse pas, il tient tout. En prenant les performances pures, Messi. En prenant justement le performance pure, il est largement au-dessus. Ceux qui peuvent lui concurrencer, c'est ceux qui ont gagné plus de trophées que lui, ou des trophées comme la Ligue des Champions, les joueurs de Liverpool, etc. Mais par contre, par exemple, si on prend le top 5, le top 10, il y a Messi et les autres au niveau des performances pures individuelles. Individuellement, c'est vraiment le meilleur joueur sans contestation. Et toi, Ibé? Ouais, c'est ça. Franchement, après, moi, je l'aurais donné à Sadio Mané. Après la saison qu'il a fait, je me dis qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus. Maintenant, Messi. Mané, on rappelle, vainqueur de la Ligue des Champions. Et deuxième. La saison la plus complète. Buteur en finale. Buteur en finale, non, Mané, ouais. Comme la saison d'avant. De finale de la Ligue des Champions? Non, c'était Origi et Salah. Je me trompe avec la finale contre le Real. C'est le Real qui avait marqué. Et finaliste de la CAN. C'est ça. Non, il a une grosse saison et franchement, apparemment, il n'est pas sur le podium selon les rumeurs. On verra. Et concernant Ole Gunnar Solskjaer, il y a eu un communiqué du club ce matin qui confirme pour l'instant la confiance totale de Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United ainsi que son staff. Les résultats sont très très décevants. Les résultats sont même plus que négatifs. Parce que depuis que Ole Gunnar Solskjaer a été maintenu comme entraîneur de l'équipe première, pas lors de son intérim, quand il a été quand il a remplacé José Mourinho, mais depuis qu'il a signé son contrat d'entraîneur permanent de Manchester United, il a un pourcentage de victoire de 27%. Ce qui est vraiment très très mince et qui est même le pourcentage le plus mince de l'histoire des entraîneurs de Manchester United depuis plus d'un siècle. Mais la situation sportive est vraiment délicate. Il y a eu énormément de ventes cet été, un départ d'Alexis Sanchez. Il y a eu également une arrivée donc 100% britannique de Daniel James, de Wan-Bissaka, de Maguire. Il y a eu l'incorporation de beaucoup de joueurs de l'académie. Tout cela emmène donc vraiment une restructuration de l'effectif de Manchester United cette saison, qui est l'effectif le plus jeune du traditionnel top 6 en termes de moyenne d'âge, 23 ans de moyenne d'âge pour Manchester United, qui a même aligné depuis le début de saison son équipe la plus jeune de son histoire de la Première Ligue. Donc tout cela montre que Manchester est en pleine reconstruction, que la confiance est encore de mise pour Ole Gunnar Solskjaer, que ce mois de décembre va être un test pour l'entraîneur norvégien.
avec la traditionnelle période de Boxing Day et le nombre de matchs qui va s'enchaîner durant le mois de décembre. Et que le board va tout simplement faire un point, comme ils avaient fait un point il y a un an pratiquement jour pour jour envers José Mourinho après sa défaite contre Liverpool à Anfield fin décembre. Et ben ça sera le même cas. Point d'analyse fin décembre du board de Manchester United sur la situation de Manchester au classement en Première Ligue, et après il y aura soit donc un maintien d'Ole Gunnar Solskjaer jusqu'à la fin de saison, soit peut-être une éviction et une arrivée d'un autre entraîneur. Et la presse anglaise parle beaucoup de Mauricio Pochettino, mais pour l'instant c'est vraiment uniquement au stade de la rumeur presse. Autre joueur qui fait la une, c'est Edinson Cavani, qui n'est rentré que 4 minutes. Malheureusement, il a eu une grosse occasion. Mais moi, comment j'ai interprété son raté, c'est vraiment à l'image de sa saison, en fait. Dans le sens où il a vraiment perdu la confiance. Alors, les gars, comment trouvez-vous, ou comment jugez-vous le management de Thomas Tuchel par rapport à Edinson Cavani? Est-ce que vous pensez qu'il est trop sévère avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas le choix? C'est quoi votre position par rapport au traitement du joueur? Moi, je pense que, on va dire les choses clairement, Paris est vraiment ingrat. Que ce soit le coach, les supporters et même la direction. Non, pas les supporters. Non, pas les supporters, ils l'ont quand même soutenu. Non. Cavani, c'est le meilleur buteur du club. Voilà, c'est le mec. Voilà, aujourd'hui il y a Icardi qui est là. Dès qu'il est arrivé, il a été mis au placard un peu quand même, tu vois. Et je trouve dommage qu'il n'ait pas le temps de jeu qu'il mériterait, quoi. Et après, c'est sûr que la concurrence n'est pas facile. Quand t'as un neuf qui arrive, il marque à tous les coups, c'est très difficile de le sortir aussi. Après, ça, c'est au coach de gérer un peu, d'essayer de faire tourner au maximum pour essayer de donner un temps de jeu suffisant pour que chaque joueur puisse s'exprimer. Cavani, quand il rentre comme ça, il n'a pas le temps de s'exprimer. Voilà, il a besoin de temps de jeu pour rentrer en confiance, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment ingrat par rapport à ce joueur qui a fait le nom du club ces dernières années, quoi. Non, par rapport à Cavani, son raté, ouais, comme tu l'as dit, c'est symptomatique de l'état de forme qui est le sien actuellement. C'est un joueur qui manque cruellement de confiance. Ça, on ne peut expliquer ça que par la confiance, le manque de confiance en tout cas. Parce que le Cavani, bon, on connaît tous Cavani, on sait tous que c'est un attaquant brillant, mais qui est capable de très gros louper. Ça, on est habitué à ça de la carrière qu'on lui a connue, que ce soit du côté du Napoli, de Palerme ou du PSG. Mais maintenant, aujourd'hui, il fait face à une adversité qui est telle dans ce groupe du Paris Saint-Germain qu'à l'époque de Laurent Blanc, où il était décalé sur le côté gauche, à l'époque, on pouvait se le permettre parce qu'il n'y avait pas la multitude de joueurs qu'il y a aujourd'hui dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, pour trouver une place et un équilibre dans cette équipe du Paris Saint-Germain, le faire jouer à deux, parce que Icardi, vu la forme qu'il affiche actuellement, le mettre sur le banc, ça paraît complètement fou. Les faire jouer à deux attaquants, comment tu procèdes? Si tu es Tourelle, dans quel dispositif tu joues avec deux attaquants? En essayant de faire jouer tout le monde. C'est sûr que tu ne peux pas faire jouer les deux en même temps, c'est sûr. Mais il faut faire tourner par rapport au match. Non, après, sur ce match-là, face à Nantes, j'aurais peut-être joué la carte Cavani d'entrée pour essayer de le relancer. Par exemple, un coup sur deux, tu mets Cavani ou Icardi, 60e, t'en sors un, tu rentres l'autre. Voilà, et après, à partir de là... Il faut de la continuité. Pour un attaquant au plus haut niveau, tu peux pas sortir un attaquant qui plante but sur but systématiquement. Tu peux pas le sortir à la 60e minute. En fait, c'est tout le défi du coach, en fait. Non, c'est du management. Marcus Rashford a eu un petit peu plus de difficultés à confirmer et à exploser pour devenir un joueur vraiment du standing que Kylian Mbappé a. Parce qu'après, tout simplement, il évolue dans une sélection qui est en pleine reconstruction, qui est très entreprenante, certes, qui a fait un bon parcours au Mondial 2018, qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde, la première fois depuis très longtemps que l'Angleterre est arrivée au dernier carré, qui a fait également un bon parcours en Ligue des Nations. Et après, le fait que voilà, Manchester United n'est pas le Paris Saint-Germain en ce moment, que ça soit en termes
de force en présence et de capacité à être d'année en année un club qui confirme. Mais voilà, Marcus Rashford devient maintenant le fer de lance numéro 1 de Manchester United. Pourquoi? Parce que Ole Gunnar Solskjaer a tout simplement décidé de céder Romelu Lukaku et de lui donner les clés offensives numéro 1 de l'attaque des Red Devils. Avant, voilà, il était parrainé un petit peu par Zlatan Ibrahimovic. Après, il était, on va dire, l'attaquant adjudant de Romelu Lukaku, parce qu'il ne faut pas oublier que Romelu Lukaku a coûté plus de 75 millions d'euros à Manchester United. Et désormais, Manchester United s'est fait face à sa réalité et s'est dit de donner les clés à ce gamin du club, formé au club, pur produit de l'académie, mancunien de naissance. Et voilà, maintenant, désormais, il avance, il mène le front de l'attaque, mais il ne faut pas oublier son association avec Anthony Martial qui est très très importante. Parce qu'il y a également des statistiques qu'il faut bien relever, les amis, entre Marcus Rashford qui évolue aux côtés d'Anthony Martial et Marcus Rashford qui évolue seul sur le front de l'attaque. Les statistiques et l'influence de Rashford dans les résultats et même dans ses statistiques personnelles sont totalement différentes quand il y a Martial et quand il n'y a pas Martial. Et il a vraiment besoin donc de l'international français pour être encore plus décisif et plus imposant dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il laisse le front de l'attaque à l'international français et il évolue sur l'aile gauche pour ensuite repiquer dans l'axe et avoir plus de champ, plus d'espace et plus de profondeur pour devenir décisif. Donc les deux marchent bien. Il faut rajouter également Daniel James qui est vraiment la révélation de Manchester et l'une des révélations de la Première Ligue. Il ne faut pas oublier quand même qu'il vient de Championship. Il fait pour l'instant un excellent début de saison et les trois forment un très très beau duo. Et Rashford, voilà, maintenant avance dans son petit bout de chemin, va être également un attaquant de plus en plus respecté et confirmé dans le Gotha également de la sélection anglaise aux côtés d'Harry Kane et de Raheem Sterling qui vont être les trois grosses têtes de la sélection anglaise au front de l'attaque. Et maintenant, ça à lui encore et encore de confirmer, d'être régulier. Il lui manque encore ce sang-froid d'attaquant, de buteur pour voilà, mettre ses doublés, ses triplés de manière régulière. Même si Rashford, depuis le début de saison contre le top 6, il a marqué contre tous les clubs du top 6 depuis le début de saison. Arsenal, Tottenham, City, Chelsea, Liverpool. Donc ça, il ne faut pas l'oublier également.